pancréas est l'une des plus grosses glandes annexées à l'appareil digestif et il va se situer dans le cadre duodénal qui, sur un schéma de face, dont voici la portion crâniale et le côté latéral droit, avec le rachis esquissé en arrière à l'aplomb de la 12e vertèbre thoracique, puis les 4 premières vertèbres lombales, la première, la deuxième, la troisième, dont la costiforme est la plus longue, et la 4e vertèbre lombale. Bien, en avant de ce rachis va se projeter sur le flanc antéro-latéral gauche, à peine esquissé là-bas vers l'arrière, l'aorte abdominale, alors que sur le flanc antéro-latéral droit va se projeter la veine cave inférieure qui va ensuite se dévier vers la droite et présenter ce sinus veineux de calories, la dilatation de la région rétro-hépatique pour fixer les éléments les plus postérieurs et pré-rachidiens. Le genius superius va commencer sur le bord latéral de L1, puis le duodénum va venir empiéter aux variations morphologiques près sur la 4e vertèbre lombale pour venir donner l'angle de Treitz à l'aplomb du bord latéral gauche de la 2e vertèbre lombale. Cet angle de Treitz va être amarré par une émanation du pilier gauche du diaphragme qui constitue le classique muscle de Treitz. Et c'est donc dans ce cadre que va se trouver le parenchyme pancréatique, débordant d'ailleurs le duodénum à l'image de la jante d'une roue par rapport au pneu que serait le duodénum, et la première partie de ce pancréas va correspondre à la tête, qui est donc incluse entre le premier et le 3e duodénum, qui va vers la gauche présenter de taille variable d'ailleurs selon les individus, en tout cas beaucoup moins marqué chez l'homme qu'il ne l'est chez l'animal, le petit pancréas de Winslow, le processus incinatus, le crochet pancréatique. Puis la glande pancréatique va être posée en avant du rachis avec ces éléments vasculaires profonds qui ont été rappelés tout à l'heure, à l'aplomb du col, à l'aplomb de l'isthme qui va mener au corps du pancréas et qui va présenter vers le haut, ici débordant le genius superius et la zone pylorique, le tuber omentalé, le tubercule épiploïque décrit par Is. L'isthme et le col se prolongent donc par le corps du pancréas qui, d'horizontal qu'il est dans un premier temps, va ensuite être oblique vers le haut et vers la gauche pour s'effiler et se prolonger par la queue du pancréas, laquelle vient jouxter le hile de la rate. Ce parenchyme pancréatique va être de couleur blanche, jaunâtre, va être quelquefois un peu plus rosé en période de sécrétion, et ce parenchyme est assez friable. Ce parenchyme a une dimension de 16 à 20 cm de long, de 5 à 6 cm de haut et de 2 à 3 cm d'épaisseur, et il va être marqué par un certain nombre d'incisures, par un certain nombre d'encoches. Tout d'abord, près du tubercule épiploïque, l'encoche que Villard a décrite et qui va correspondre au passage de l'artère gastro-duodénale, qui est l'une des branches de l'artère hépatique commune, elle-même branche du tronc cœliaque, qui caractérise la région de Louchka en TH12. La deuxième empreinte vasculaire importante va apparaître sous l'isthme et ensuite en avant du petit pancréas de Winslow, de ce processus incinatus, et va là aussi correspondre à l'empreinte de passage des vaisseaux mésentériques, l'artère mésentérique supérieure prenant naissance en arrière
de l'isthme à l'aplomb de la première vertèbre lombale. Derrière l'isthme, derrière la tête du pancréas, va se trouver une autre empreinte importante qui est l'empreinte portale, la veine porte dont on aperçoit ici la confluence au-dessus du genu superius, va présenter une encoche profonde avec la veine mésentérique supérieure qui est sur le flanc droit de l'artère homologue. Et cette veine porte représente l'élément le plus postérieur du pédicule hépatique, dont l'élément biliaire, le canal cholédoque, qui est ici montré en pointillé, va lui aussi, à la face postérieure de la tête du pancréas, marquer une empreinte cholédocienne, une empreinte biliaire et quelquefois même la jonction entre le canal hépatique et le canal cystique qui peut se faire en situation basse dans une gouttière sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Sur le rebord supérieur, en direction de la queue du pancréas, le pancréas est marqué également par une gouttière d'empreinte de passage sinueuse, plus ou moins profonde, et qui va correspondre, et nous aurons aussi l'occasion, avec les éléments trophiques d'y revenir, au passage de l'artère splénique. Le pancréas va être caractérisé par l'implantation de la gauche vers la droite de la racine du mésocôlon transverse, dont voici la section des deux feuillets, ce qui va répartir la glande pancréatique en deux étages. Les trois quarts supérieurs de la glande sont à l'étage sus-mésocolique, alors que le quart inférieur va se trouver à l'étage sous-mésocolique. Et la partie supérieure va être en relation intime avec l'estomac, dont voici la poche à air, la grande courbure, rejoignant en TH11 l'arrivée de l'ésophage, et l'estomac dont voici la petite courbure gastrique, et l'estomac qui est un organe qui vient donc cacher derrière lui profondément cette glande pancréatique. Il va se trouver en rapport avec l'arrière-cavité des épiploons, alors que nous l'avions signalé tout à l'heure, vers la gauche, la grande courbure gastrique va ici jouxter la glande splénique, la rate, dont le hile est marqué par le voisinage avec la queue du pancréas, dont voici le bord antérieur, crénelé, et à la partie inférieure, au contraire, à l'étage sous-mésocolique, bien sûr, la glande pancréatique va être marquée par la traversée de la droite à la gauche du cadre colique dont on esquisse ici le rebord supérieur. En fait, un détail primordial dans la morphologie du pancréas qui n'apparaît pas sur cette vue de face, c'est sa disposition par rapport au rachis, par rapport aux éléments vasculaires profonds, par rapport aux éléments rétropéritonéaux. C'est que le pancréas est moulé, concave, sur le rachis. Et nous allons expliquer cela sur une coupe partielle. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette coupe dans un autre chapitre à propos des rapports, coupe passant par la première vertèbre lombale, que nous allons représenter comme au scanner, vu du dessus, première vertèbre lombale dont voilà le corps, avec esquissé les apophyses et les rapports osseux qui ne nous intéressent guère, vers l'arrière, coupe horizontale dont voici la face ventrale et le segment latéral droit, vu par le dessous. Nous allons d'un trait esquisser les reliefs musculaires du psoas et de la paroi, d'un trait, car nous aurons l'occasion d'y revenir aussi, esquisser la loge rénale vers l'arrière et remettre en place sur le flanc antéro-latéral gauche l'aorte abdominale qui, en L1, donne naissance ici à l'artère mésentérique supérieure, alors que sur le flanc antéro-latéral droit du rachis, c'est la veine cave inférieure qui va constituer l'élément principal, l'élément de rapport essentiel de ce rachis. Sur la face antérieure de la première vertèbre lombale, en L1,
voici l'origine du canal thoracique, la citerne de Péquet. Eh bien, sur cette coupe horizontale, voilà ici le gênus superius, puis la zone prépylorique vers l'avant et vers la droite, avec le pancréas qui va donc déborder en avant et en arrière le cadre duodénal et qui va venir se mouler sur ce cadre duodénal et qui va maintenant montrer cette convexité ventrale, cette concavité postérieure moulée sur le rachis avec la queue qui vient dans l'hypochondre gauche. Nous sommes ici en arrière à l'aplomb de la confluence de la veine mésentérique supérieure, l'un des troncs essentiels d'origine de la veine porte, avec l'élément cholédocien et l'empreinte postérieure qui était tout à l'heure évoquée dans la présentation générale de l'organe. La face antérieure du pancréas va être essentiellement cachée, comme nous venons de l'expliquer, derrière l'estomac, dont voici la grande courbure vers la gauche, et la queue du pancréas va donc venir avec des variations morphologiques sur lesquelles nous reviendrons aussi quant au rapport, au voisinage immédiat du hile de la rate, du hile de l'organe liénique. Nous sommes ici, comme annoncé tout à l'heure, dans l'arrière-cavité des épipléons, dans l'arrière-cavité omentale. C'est donc cette notion de convexité de la glande posée en besace sur le rachis que cette coupe en L1 permet de bien objectiver. Ce parenchyme est friable. Et quand on l'aborde histologiquement, il est constitué par deux types de tissus. C'est en effet une glande amphicrine faite d'un tissu exocrine et d'un tissu endocrine. Le tissu endocrine est caractérisé par des îlots de Langerhans-Lagès, îlots cellulaires de grande taille qui jouxtent donc les acini sécréteurs du pancréas exocrine. Le pancréas endocrine présente dans ces îlots de Langerhans-Lagès trois types de cellules. Tout d'abord, les cellules appelées grand A, qui sont à l'origine de la sécrétion du glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante. Ce sont des cellules qui ont un cytoplasme assez foncé, avec à l'intérieur des granulations qui prennent les colorations au sel d'argent. Elles correspondent à environ 20% du parenchyme pancréatique. 80% de ce parenchyme est au contraire constitué dans ces îlots de Langerhans-Lagès par des grandes cellules qui correspondent aux cellules grand B et qui sont à l'origine de la sécrétion de l'insuline, qui est l'hormone hypoglycémiante. Ces cellules ont un cytoplasme qui est beaucoup plus clair, avec des granulations qui sont plus difficiles à mettre en évidence qu'à l'intérieur des cellules grand A. Enfin, il existe un troisième type de cellules qu'on appelle les cellules grand C, qui sont classiquement des cellules beaucoup plus sombres et qui sont considérées comme des cellules en voie de dégénérescence. Ce parenchyme endocrine est bien sûr caractérisé par la richesse en capillaires, en îlots vasculaires, dont voici dans la lumière les éléments figurés du sang, c'est là la fonction endocrine. La fonction exocrine va être marquée ici par des acini sécréteurs qui sont faits de grandes cellules qui sont caractérisées au niveau de leur cytoplasme basal par la présence d'un ergastoplasme qui est très richement représenté, alors que le pôle apical de la cellule est caractérisé par des grains de prosécrétion qui sont des grains de zymogènes qui vont être déversés dans la lumière de ces acini excréteurs qui sont par ailleurs
pénétré, comme je le représente maintenant, par les canalicules excréteurs. Voici donc les deux types histologiques que l'on décrit à l'intérieur de ce parenchyme. Et justement, ces canaux excréteurs vont être représentés maintenant sur un bloc duodéno-pancréatique isolé, vu de face, dont voici le quatrième duodénum et l'angle de Treitz, le cadre duodénal, le côté droit et la portion crâniale, toujours, le parenchyme pancréatique étant esquissé avec les principales portions que nous avons décrites précédemment. À l'intérieur de ce canalicule, de cette masse pancréatique, le canal excréteur principal est le canal que Wirsung décrivit en 1642. Ce canal commence près de la queue du pancréas, il est de 2 à 3 mm de calibre et il reçoit toute une série de canalicules accessoires qui viennent se brancher perpendiculairement à son grand axe, ce qui explique cet aspect en 1000 pattes que l'on a décrit au canal de Wirsung. Arrivé tout près de l'isthme du pancréas, ce canal de Wirsung va présenter une courbure concave vers le haut, vers la droite, s'abaissant à 45 degrés vers le bas et recevant ici une branche importante qui draine le petit pancréas de Winslow. Le deuxième canalicule est le canal que Santorini décrivit en 1775, qui est un canal qui va correspondre à l'ancienne portion dorsale du pancréas, qui va correspondre à la partie supérieure, qui va, en augmentant de taille de la droite à la gauche, car c'est là le sens de son drainage, dans la disposition modale, ce canal de Santorini s'abouchant dans le canal de Wirsung. Il reçoit bien sûr, lui aussi, des canalicules abouchés à angle droit à partir des éléments de la tête du pancréas. Le canal de Santorini va pouvoir s'aboucher fréquemment dans la lumière du deuxième duodénum à l'aplomb de la portion haute de ce qu'on appelle encore la caroncula minor, la petite caroncule, la petite papille, qui est obstruée 1 à 2 fois sur 5 et qui n'est donc pas toujours fonctionnelle. Par contre, le canal de Wirsung va s'aboucher dans la partie basse du deuxième duodénum à l'aplomb du sphincter d'Oddi. Et si je représente ici en encart et en agrandissement, la coupe passant par la paroi du deuxième duodénum à l'aplomb de ce sphincter d'Oddi, il est classique aussi d'y montrer les replis valvulaires à l'intérieur de la lumière duodénale et d'y montrer la terminaison de la voie biliaire tout d'abord et de la voie pancréatique ensuite. En effet, le canal cholédoque, la voie biliaire principale, va normalement passer derrière le génus supérieur, derrière la tête du duodénum, et venir s'aboucher en commun dans l'ampoule de Vater à l'aplomb de cette dilatation ampullaire. Comme je le dessine maintenant, les deux canaux, le cholédoque d'une part, le canal de Wirsung d'autre part, s'abouchant là en canon de fusil, mais il y a aussi de grandes variations morphologiques dans les dispositions que l'on peut rencontrer. En tout cas, la musculature pariétale sphinctérielle lisse et du cholédoque et du canal de Wirsung vont alors s'unir, comme Rétori l'avait bien précisé, pour donner cet épaississement du sphincter d'Oddi, qui est d'ailleurs renforcé par des fibres musculaires lisses longitudinales venues de ces deux canaux excréteurs. Ces canaux excréteurs ont, comme Smagnot l'a bien montré, de nombreuses variations avec soit un gros Wirsung et un petit Santorini, comme c'est la disposition la plus fréquente, mais quelquefois à l'inverse un très gros canal de Santorini et un petit canal de Wirsung, quelquefois un pancréas divisum avec les deux canaux qui ne présentent aucune anastomose, voire, comme nous l'avons précisé dans un autre chapitre sur la morphogénèse du pancréas, un pancréas annulaire qui enserre alors le deuxième duodénum.
Ainsi se présente la morphologie de cette glande dont nous allons voir dans le chapitre suivant les éléments trophiques artériels, veineux, lymphatiques et nerveux.